Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Hors Champ, une interview qui va s'intéresser au métier du cinéma, tous ceux qui sont derrière la caméra et qui créent le cinéma. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Léa Texier, qui est décoratrice, chef déco, mais pas que, qui est aussi accessoiriste, et tu fais du graphisme, des illustrations, des bijoux, et tu as travaillé sur plein de trucs, que ce soit de la fiction, de la pub, du documentaire. Donc on est super content de t'avoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci. Donc, moi, ça m'intéressait vraiment de t'avoir aujourd'hui pour discuter du métier de décoratrice, enfin de chef déco sur un plateau. J'ai l'impression que c'est un truc qu'on met pas assez en avant, on ne sait pas trop ce que c'est et à quel point c'est important. Je voudrais qu'on commence de un par toi, aussi parler de toi, tes origines. Tu viens du 78, en Mhm. région parisienne. Et je voulais savoir, est-ce que ta famille, est-ce qu'elle fait des métiers artistiques? Du coup, non, pas du tout. Leur métier n'est pas artistique, mais par contre, on va dans la famille avoir beaucoup de personnes passionnées par des choses qui sont artistiques, comme la musique ou la peinture. Par exemple, ma grand-mère donnait des cours de peinture pendant longtemps, peinture aquarelle, sculpture, etc. Donc forcément, t'es baigné quand tu vas chez ta grand-mère, bah, tu vas faire de la sculpture, de la peinture aussi, et ça c'est trop cool. Et du coup, depuis toute petite, j'étais habituée à faire des choses un peu créatives. Euh, et aussi de la musique d'ailleurs. Mais bon, ça Ah c'est. ouais, quand même. Et est-ce que tu as l'impression que tout ça, c'est ça qui t'a donné envie de faire de la déco? Alors, j'ai pas eu envie de faire de la déco parce que je ne connaissais pas le métier. Ok. Mais j'ai eu envie de faire quelque chose d'artistique. En tout cas, dans mes études, j'ai jamais su vraiment trop quoi faire. Du coup, j'ai fait un bac S, hein, donc rien à voir avec. Comme on nous disait Mhm. tous, faut faire S, comme ça tu auras les plus de portes ouvertes. J'ai fait, bah de toute façon, je sais pas quoi faire, donc je vais faire ça. Et potentiellement, peut-être, j'allais me diriger vers l'architecture. Donc c'était quand même un peu le chemin pour y aller. Finalement, l'archi, c'était pas trop mon truc, c'était un peu trop carré, un peu trop froid, on va dire, entre guillemets, T'as de ce que essayé j'avais quand même? vu. J'avais fait un stage, ouais, pour Ok. voir. Et du coup, ça m'a pas plu et j'ai failli faire une école d'art. Mais pareil, c'était un peu trop. J'étais pas sûre de moi là-dedans. Donc finalement, j'ai fait des études plus dans la pub, mais côté direction artistique. Donc c'était un peu plus large, c'était un peu plus apprendre comment avoir une idée, etc. Donc Hmm. c'est un peu plus. Donc c'était presque pas du scénario, mais ouais, des Hmm. créas un peu? Oui, en fait, en agence de pub, quand t'es créatif, t'as un peu un binôme, le concepteur-rédacteur et le DA, qui eux vont avoir une idée de concept pour créer Mhm. une publicité, enfin, que ce soit marque. Enfin, c'est plus créatif. Par exemple, quand tu vois une pub affichée dans le métro, il y a quelqu'un qui a travaillé sur la tagline, il y a quelqu'un qui a travaillé sur le visuel. Hmm. Et normalement, t'as un peu ce binôme-là, normalement, parce que je suppose que ça peut changer en fonction des agences, mais t'as vraiment un binôme créa qui va réfléchir là-dessus. Et je me suis plus engagée là-dedans en tant que DA. En faisant de la DA, t'as pu voir un peu que t'aimais faire de la déco ou Pas comment du t'as tout. embranché? Mais Euh, comment t'as embranché alors? Du coup, j'ai fait des études pour me spécifier vraiment dans la DA et on devait, dans une école qui s'appelle Sub de Création. Le master n'existe plus, mais c'est C'était un il y autre a sujet. 30 ans, Et du coup, là-dedans, on devait se mettre en binôme, trouver notre binôme pour être engagé en alternance en binôme et travailler en fait en duo créatif comme ça. Parce que c'est vraiment comme ça que tu as les meilleures idées, dans le sens où tu échanges des idées, tu t'évolues ensemble, tu conçois l'idée ensemble, pour qu'après, en termes d'écriture, le concepteur-rédacteur puisse écrire ce qu'il veut et le DA puisse mettre en avant tout ça. hein. Mhm. Et donc j'ai fait cette étude-là, mais j'ai pas trouvé d'alternance. Et c'était un peu la galère, je crois que c'était un peu pendant le Covid. Et du coup, j'ai dû redoubler parce que je pouvais pas payer l'année. Donc, c'était soit l'alternance, soit tu redoubles pour avoir plus de temps pour trouver une alternance. Alors que t'avais réussi l'année. Oui, oui, enfin. Mais du coup, ça reste. Enfin, ça te bloque quand même. Ah ouais, c'est trop Ça chiant. te bloque, donc j'ai redoublé. Comme on était au moins 5-6 à redoubler hein, pour justement pour trouver une alternance. Et j'ai trouvé une alternance après, par hasard. Euh, En fait, je connaissais pas du tout la chaîne YouTube, mais c'est la chaîne Chronique Fiction Mhm. qui cherchait quelqu'un en graphisme. À savoir parce que la DA c'est un peu un terme utilisé au sens large, mais quand t'es DA tu vas pas forcément être exécutant graphique, enfin c'est un peu un terme que tout le monde utilise, mais là c'était vraiment graphisme pur, c'est-à-dire que j'allais
prendre une affiche et faire l'affiche, mais toute la DA avait déjà été réfléchie en amont, donc t'exécutes juste. Et là, ils cherchaient quelqu'un en graphisme, et c'est une chaîne YouTube qui parlait de cinéma. Donc je regardais pas plus que ça le cinéma en plus à cette époque-là. Je regardais des séries sur France 3 avec mes parents, enfin genre il y a vraiment aucune connexion au ciné. Enfin j'aimais bien aller au cinéma pour le coup, ça y a pas de souci, mais j'étais pas passionnée par ça. Mon copain à cette époque-là m'a dit mais c'est génial, Chronique Fiction c'est trop bien, etc. Faut que tu postules, faut que tu sois prise. Et je lui ai dit bah allez, faut faire les efforts. Du coup j'avais fait toute une auto, parce que c'est Chronique Fiction, faut savoir que le personnage le plus connu c'est le coroner. Donc c'est un médecin légiste qui va parler des grandes morts du cinéma. Et tout ça face caméra avec un décor derrière. Donc c'est vraiment mise en scène et c'est vraiment bien fait. Comme du ciné mais sur YouTube. Et du coup je me suis dit c'est sûr qu'il y a plein de monde qui va postuler, qui va vouloir travailler pour une chaîne YouTube, enfin c'est cool, ça donne envie. Et donc je me suis dit il faut que je fasse un truc un peu plus cool qu'un juste un mail. Et c'est ce qu'on nous apprend aussi à l'école en mode il faut vous démarquer, vous êtes créatif, faut faire des choses et tout. Et donc j'avais fait une autopsie où j'avais fait ma propre mort à ma maman, etc. Ah ouais, c'était marrant. wow. Ils avaient kiffé, j'avais fait ça dans une enveloppe en craft avec marqué comme leur nom, tu sais, comme les serial killers en découpant Avec les lettres et tout, détachées là, de journaux. c'est ça. Donc c'était trop cool à faire. Ils ont kiffé, donc j'ai été appelée juste après. Ok. Et pendant, du coup, 2 ans, même plus après, j'ai travaillé pour eux, j'ai continué à travailler avec eux. Mais c'est eux qui m'ont un peu mis dans le ciné, donc je me suis un peu plus intéressée à ça. Et ensuite, sur un nouveau personnage qu'ils ont créé, qui est le Prédicateur, c'est l'avant-dernier qu'ils ont créé sur leur chaîne. J'étais à ce moment-là chez eux quand ils ont commencé à caster, à vouloir créer l'univers. Et en fait, c'est un prédicateur, donc il va venir prêcher le monde en déclin, par exemple via Mad Max, ou des films un peu post-apocalyptiques comme ça. Et il va venir prêcher dans une sorte de chapelle en bois, un peu... De Ruby Blood un peu. ouais, exactement, c'était une des inspi, et il y avait en inspi, il y avait aussi Far Cry, il me semble le 5. Ouais, C'est ça, avec Joseph Seed. Et du coup, là-dessus, sur le tournage, ils étaient en catastrophe, il n'y avait pas d'accessoiristes. Et je connaissais pas du tout le milieu non plus, mais je trouvais ça cool de chercher des meubles, etc. Enfin, je trouvais ça plutôt bien. Donc ils m'ont dit, ouais, ça te dit de faire accessoiriste sur le plateau, on a personne. Je fais pas, en vrai, pourquoi pas. Et c'était incroyable. Donc, et c'est ouf, et la révélation. et Je là, t'ai j'ai dit, dit, c'est vraiment bien, je crois que c'est ce que je veux faire. Donc, c'est vraiment, on dirait vraiment que la vie, elle t'a guidé petit à petit Ouais. vers l'accessoire et vers la déco. ouais, c'est vrai que ça s'est plutôt bien tombé, puis après, ça s'est enchaîné, donc c'était parfait. Donc après ça, tu t'es dit, j'ai envie d'en faire plus. C'est ça, après je suis restée un peu chez eux, chez Chronique Fiction, donc on a continué à faire des tournages plus du coroner du coup cette fois-ci. Donc j'avais un peu, j'étais en graphiste chez eux, mais bon je faisais un peu les deux, tout, et puis je quoi. connaissais rien du tout, donc moi on me dit tu vas sur les tournages, je dis bah de toute façon c'est pas parce que je suis graphiste que je vais pas faire, enfin il y avait pas de, j'avais pas un poste fixe là-dessus. Ça m'a permis de découvrir plein de choses dans le milieu, ce que c'est une minette, ce que c'est une gueuse, enfin j'étais en mode c'est quoi ces termes dans le cinéma. Mais ça m'a permis aussi de rencontrer des équipes techniques, de pouvoir faire des contacts. Et c'est comme ça un peu que après ça a commencé aussi. De toute façon, on sait tous que c'est un peu des contacts de contacts pour travailler là-dedans. Mais Et est-ce qu'il y a, je sais pas, dans les équipes techniques avec lesquelles tu as travaillé, des gens qui t'ont rappelé en accessoires ou en déco? oui. Ok, trop Donc bien. c'est cool, mais c'est trop cool. Donc ça veut dire qu'ils ont bien aimé ce que tu faisais et... Ouais, je pense, au début, tu fais pas forcément du taf de ouf, mais je pense que c'est aussi par rapport à comment tu t'entends avec eux. Si tu bosses bien avec les gens et que tu t'entends bien avec eux, c'est quand même plus agréable. Je pense en tout cas sur certains projets, tu vas privilégier aussi l'entente. Oui, tu taffes bien, c'est ok, même si t'as pas un niveau de fou, mais au moins tu t'entends bien avec eux, tu sais que ça va bien se dérouler, que c'est bien organisé. Et donc je pense que ça joue aussi là-dessus. Pour quelqu'un qui connaît pas le cinéma, Mhm. comment est-ce que tu décrirais une chef déco? C'est quoi en fait? C'est une bonne question. On sait Parce que sur certains projets, je parle pas du terme cinéma parce que en soi j'ai pas, je pense pas l'expérience de dire exactement en cinéma long métrage ce que ça veut dire. Parce que j'ai toujours fait des projets où on t'appelle chef déco mais tu finis par faire plein de choses en même temps. Donc, et j'ai pas appris ça à l'école non plus parce que j'ai pas fait d'école de ciné, donc je sais pas la définition exacte du terme, mais on va dire que tu vas venir et faire de la déco, mais aussi avoir géré une équipe
qui va t'accompagner pour tout ce qui est recherche déco. Donc je reprends tout depuis le début parce que c'est pas très clair ce que je suis en train de dire. Tu vas venir créer l'univers en termes de décoration. Donc ça peut être trouver des meubles, ça peut être habiller des murs. Enfin c'est vraiment tous les petits détails. Par exemple dans une maison, imaginons qu'elle soit vide, faut la remplir. Donc la déco va trouver le mobilier en fonction de l'univers que le réal ou l'équipe en tout cas qui a créé le concept veut. Donc imaginons c'est dans une époque des années 80, du coup tout va être différent que si on veut quelque chose de actuel. Donc c'est aussi chercher, ça peut être créer un mood board, discuter du coup avec l'équipe pour voir ce qu'ils veulent. Mais parfois cette étape-là n'est pas forcément est déjà faite. Okay. Donc tu viens après plus exécutant en venant moi je veux ça, comment on fait? Ok, je vais trouver tel meuble de telle époque. Et donc ça c'est beaucoup plus dans l'exécutif. Mais tu peux être inséré dans le projet dans la partie aussi un peu créative en amont. Ça dépend. Et après, au final, tu peux être aussi... soit tu as quelqu'un pour ça, soit tu le fais. Mais aller sur le bon coin, aller partout, trouver des meubles. Et après, tu as la RIP, donc aller chercher le mobilier qui a été choisi. En fait, c'est assez large. Et dans des petits projets, généralement, quand tu es chef déco, tu fais tout. Et t'es entouré bien sûr parce qu'il y a des projets où t'as pas le choix d'être entouré, sinon je me suis retrouvée dans des galères parce que je savais pas qu'il fallait forcément du monde et tu te retrouves à faire déplacer des meubles toute seule, des feuilles déco toute seule, enfin c'est un peu dur, mais t'as aussi la construction qui se rapproche un peu de la déco. T'as fait aussi de la construction pour un spot FFF là il y a pas longtemps? Non, j'ai pas fait de la. C'est pas. Non. C'était trop gros pour que je fasse de la construction. Non, j'ai pas assez de skills donc pour ça. Donc t'as pas fait la construction, mais t'as fait la déco à l'intérieur. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'en fait, c'est un peu. Quand on dit chef déco, normalement, t'es censé gérer toutes les équipes différentes dans des gros projets. T'es censé gérer l'équipe construit. En fait, globaliser tout, que ce soit la construit, les accessoires. J'oublie sans doute quelque chose, mais t'es censé un peu chapeauter tout ça pour que ça soit. Que ça rentre bien à la fin et que ça soit cohérent par rapport à la demande. Mais ce que j'aime moins dans le chef déco, c'est que du coup, t'as tendance à moins toucher à la recherche, à tout ça. Et ce que j'aime bien, trouver des meubles, chercher sur le bon coin, trouver la pépite, ça c'est quand même cool. Oui, c'est ce que j'ai demandé. Tu disais tout à l'heure que tu as un peu deux parties du travail. Il y a ces discussions avec toute l'équipe, avec le réalisateur, où vous avez parlé vraiment d'inspiration et de proposer des choses. Ouais. Et tu as l'exécutif où tu vas vraiment aller chercher les meubles. Est-ce qu'il y a une des deux parties que tu aimes plus et s'il y en a une qui te saoule? Je sais pas, peut-être aller chercher les meubles, ça te saoule Ça va un peu, enfin... J'aime bien la recherche, mais t'es souvent sur ton ordi ou sur le bon coin en tout cas. Je peux passer des heures et des heures sur le bon coin et je trouve ça passionnant. Ah ouais? Ouais. C'est un peu bizarre comme passion, mais c'est très cool. Tu vas tomber sur des gens en plus un peu étranges parfois, mais c'est ok. Ils ont des vieux trucs. Des gens qui te racontent leur vie en plus. Moi je dois couper Maë à 14h, du coup je peux pas vous répondre tout de suite, donc il n'y a pas de souci, mais c'est pas ce que je voulais savoir. Mais du coup, j'aime beaucoup aussi aller chercher, même si la RIP en soi c'est moins cool, c'est quand même t'aboutis au projet et je trouve que c'est bien d'en faire quand même pour avoir toute cette connaissance de la ligne, on va dire, de toute la déco. Parce que sans Reaper ou sans t'as pas de meubles, donc et c'est vrai que c'est moins cool. Parce que t'es en camion, tu transportes du matos. Mais du coup, pour par exemple la FFF, j'avais ce côté aussi RIP à faire, mais j'étais avec 2 autres personnes qui étaient dans mon équipe. Et c'était trop cool, enfin, tu crées ton équipe avec des gens avec lesquels tu t'entends bien, qui travaillent bien, et du coup, dès que tu fais après de la RIP, c'est tout de suite plus sympa et plus cool, parce que tu passes ce moment-là avec des personnes que tu aimes bien et avec qui tu t'entends bien, quoi. Donc de la RIP, c'est vraiment récupérer de la déco. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et tout ce processus aussi d'échange avec les équipes, est-ce que toi tu peux proposer des choses ou est-ce que l'équipe ou le réalisateur a déjà tout ce il veut en tête et toi est-ce qu'il y a un système d'échange? Est-ce que ça dépend du réalisateur? Ça dépend de chaque projet. Enfin, j'ai toujours eu quelque chose d'un peu différent. Par exemple sur la FFF c'était déjà très défini. Il y avait déjà un univers visuel, il y avait un DA qui s'appelle Julien qui était dessus. En fait ils étaient plusieurs dessus, mais donc c'était déjà tout créé. Moi je suis arrivée sur le projet, c'était plus en exécutant. Mais
Mais c'est ce que j'aime bien aussi parce que du coup c'est un peu le défi de ah bah moi je veux exactement ce style de cuisine. Hmm. Débrouille-toi pour trouver le mobilier qu'il faut pour créer cet univers-là et ça je trouve ça assez cool. Et sur d'autres projets j'ai été un peu plus en amont de la création mais l'univers c'est pas forcément bizarrement ce que je préfère créer. Je préfère quand justement j'ai l'univers qui est déjà là Mhm. et que je dois faire avec quoi. Enfin, en tout cas pour l'instant c'est ce que j'ai préféré faire. Est-ce qu'il y a quelque chose d'appliquer une vision Moi que je t'aimes- pense. et est-ce que ça t'arrive parfois d'être sur des projets où la vision elle est pas ouf? Peut-être la déco t'aimes pas du tout, mais t'es juste en appliquant, du coup, bah, tu... Pour l'instant, ça m'est pas encore arrivé. Généralement, en fait, quand la déco de base est pas ouf, c'est parce qu'il n'y a pas justement pas eu de Hmm. travail sur la DA. Il n'y a pas eu tant de DA. Par exemple, si tu dois faire un appart aujourd'hui, bah il n'y a pas de direction artistique en tant. Enfin, tu dois Hmm. juste reproduire une idée de décor que tu as en tête en mode bah je veux un appartement actuel. Bah là tu vas proposer un peu des moodboards, des idées d'objets, etc. Mais pour moi, c'est pas vraiment créatif en soi, c'est juste bah, même si tu es là, toi, à proposer des idées, Hmm. c'est pas aussi créatif que si tu dois créer une cuisine des années 80 ou des choses comme ça, quoi. Il y a une époque que t'adorerais faire, ou que t'as déjà fait peut-être, mais un truc... En vrai, toutes les époques, enfin, j'aimerais bien toucher Ouais. un peu à tout, mais c'est vrai que les films d'époque, ça m'intrigue. Même si je pense que c'est très dur parce que tu dois. C'est très spécifique et en plus, tu dois sans doute avoir quelqu'un qui t'aide à connaître l'époque parce que tu peux. Si tu regardes un film d'époque, souvent quand t'aimes bien ça, tu sais Hmm. tel meuble, bah c'est pas du tout de la bonne époque, c'est après-guerre alors que c'est. Enfin, tu vois, Ah ouais. tu dois. Et donc, je pense que dans ces cas-là, t'es obligé d'avoir quelqu'un qui s'y connaît vraiment beaucoup, à qui tu peux poser des questions pour dire bah est-ce que ce meuble-là c'est bien le bon. Je pense que c'est un peu galère, mais c'est Ah un ouais. peu intriguant quand même. Et ça doit être un Qu'est-ce qui était enfer. à la mode à ce Ouais, moment-là? Et puis suivant aussi la classe sociale de la exactement. personne, ça doit être Mais intéressant. du coup, c'est hyper intéressant ouais, parce que t'apprends beaucoup de choses. Et rien que par exemple sur Chronique Fiction, à un moment on devait avoir des armes. Sauf que Mhm. c'est des armes un peu aux États-Unis d'une certaine époque. Donc bah moi j'y connais rien en armes, j'ai jamais fait. Et donc tu vas. Là on avait quelqu'un qui s'y connaissait justement en armes militaires en général. Donc tu lui poses des questions, tu lui envoies des idées, des images et tu vois avec lui si c'est ok quoi. Il était là sur le tournage ou non, c'était en En amont? amont et il était là aussi sur le tournage parce que du coup il y a des manières d'utiliser certaines Ah choses ouais. donc c'est un peu ça c'est un peu galère. Bah, c'est ça, s'il y a un tournage avec des armes, c'est toi qui va être responsable, mais c'est des fausses. Normalement non, normalement Ah, t'es obligé d'avoir quelqu'un sur le plateau normalement. qui est là pour ça. Tu t'es retrouvé avec plein de flingues. Qui est là pour ça. Après, forcément, je sais plus à partir de quand ça a été obligatoire. Je crois qu'il y a eu, tu sais, des soucis, Ouais, surtout, enfin, en France, je crois que oui aussi, mais pas mal aux États-Unis où justement il y avait c'était chargé alors que ça devait pas être chargé. Enfin bon. ouais. Et donc du coup, si t'es tout seul et que t'es accessoiriste, bah c'est toi qui es responsable. Donc je crois qu'ils ont mis en place maintenant quelqu'un qui est responsable des armes pour Mhm. justement éviter ce genre de choses, mais Waouh. faut que ce soit obligatoire. Je- J'ai une question que même moi encore je comprends pas bien. C'est quoi la différence entre déco et accessoires? Mm. Bah la différence elle est un peu compliquée. Enfin, c'est deux Euh, métiers différents, on est d'accord. Enfin, je Bah, en sais. fait, quand on dit chef déco, t'es plus censé être dans la globalité, alors qu'accessoire, tu vas venir chercher. T'es plus dans l'exécutif, on va dire. Mais ça se. Pour moi, à chaque fois que je fais accessoiriste, je fais aussi un peu de déco, et à chaque fois que je fais chef déco, je fais aussi de l'accessoiriste. Enfin, accessoiriste. Donc c'est un peu. Même moi-même, j'ai du mal à Ouais. séparer les deux. Mais sur un gros projet, ça devrait être séparé. Oui, bah. Quand on a fait le long métrage, notamment avec Baptiste, Mhm. lui était chef déco, moi j'étais accessoiriste. Mais comme on n'était que deux, alors que c'est quand même un long métrage, souvent on s'aidait quand même mutuellement parce que Mhm. ça se ressemble. Mais lui, par exemple, va aller plus. Imaginons, on doit préparer une pièce pour un tournage, enfin pour une scène. Lui allait mettre le papier peint s'il fallait, il allait préparer la pièce dans sa globalité. Et moi, en tant qu'accessoiriste plateau, du coup c'était un peu plus plateau. J'arrivais, je préparais en amont, mais j'arrivais sur le set avec tous les accessoires. S'il y avait une cigarette, bah, j'ai amené Mhm. la cigarette. S'il y avait un livre, j'ai amené le livre. Donc c'est plus un peu les petits détails qui vont être utilisés pendant. C'est vraiment ce que va utiliser Euh... les acteurs. Ouais, c'est ça. Mais c'est D'accord. plus accessoiriste plateau. Parce Ok. qu'on utilise le terme accessoiriste aussi pour peut-être ensemblier, c'est peut-être un peu plus précis.
Ensemblier, ça va être tout ce qui est recherche de mobilier et, et justement le gros, je sais pas comment on appelle ça, mais tout ce qui est un peu plus massif et qui n'est pas, qui ne joue pas. Mais du coup, c'est ça que j'ai découvert au fur et à mesure, c'est qu'il y a plein de métiers différents que je connaissais pas du tout. Parce que moi, on m'a dit tu deviens accessoiriste. Je suis arrivée, je fais de la déco en fait au global. Ouais. Donc pour moi, c'était ça. Et au fur et à mesure, t'apprends dans les projets que accessoiriste c'était plus précis. Chef déco, c'est autre chose. Mais c'est encore un peu flou. Je t'avoue que. Tu fais tout pour l'instant. tu Ok. fais tout. Je voulais savoir comment ça se passe quand toi tu reçois un scénario. Tu es pris sur un projet, tu reçois le scénario, tu commences par quoi? Bon, j'espère que tu le lis. Oui, c'est mieux. Mais ouais, comment ça se passe quand tu reçois un scénario et tu commences à Hum. bosser sur un projet? Alors du coup, tu lis le scénario. Il y a, en fonction des projets, tu as aussi des notes d'intention que ce soit Mhm. du scénariste ou même de la prod, etc. Donc du coup, ça c'est intéressant aussi de voir un peu la vision. Et ensuite, quand tu l'as lu et que tu es sur le projet, tu vas venir faire un dépouillement. Donc tu vas venir, surtout quand tu es accessoiriste, venir lire tous les détails et te dire, ah bah tiens, à un moment, il y a marqué qu'il va boire un verre d'eau au même moment qui parle, enfin dans la cuisine par exemple. Et bah là, tu vas venir noter, dans cuisine, j'ai besoin d'un verre d'eau pour tel acteur. Donc tu vas venir lister, faire un tableau Excel de Hmm. tel moment j'ai besoin de ça, et tu dois vraiment tout lister, tous les détails pour avoir tout ce qu'il faut sur le plateau, quoi. Ok, et cette grande liste, tu vas la donner à la prod ou donner au réa? Qu'est-ce que tu vas en Ouais. faire? Après, il y a souvent un dépouillement qui est déjà fait par l'assistante réelle, en tout cas c'est déjà arrivé. Mais tu vas venir forcément refaire ton dépouillement pour que Ok. ce soit plus clair. Et après, toute l'équipe y a accès. En fonction des projets, j'ai pas eu forcément de vérification, c'est plus tu discutes après des détails parce que forcément, s'il y a un livre, il y a marqué qu'il lit un livre, toi tu as Hmm. besoin de savoir de qui, de quoi, ça raconte quoi, parce que ce qui est intéressant, c'est tous les petits détails que ça peut transmettre dans la déco. Tu peux avoir une photo dans le fond qui est la famille, mais du coup, ça veut dire que la personne, l'acteur, est peut-être chez lui ou Mhm. pas, parce que si tu vois une photo de quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'acteur, tu peux dire il est chez quelqu'un. En fait, tous les petits éléments de déco peuvent dire quelque chose, et donc tu vas voir avec l'équipe, tu poses des questions justement sur tous ces petits détails-là. Tu veux quoi comme livre, tu veux quoi comme. Imaginons sur les projets où on a travaillé ensemble, il y avait des dossiers d'un psy, mais du coup, si on veut transmettre un peu l'émotion du psy qui est un peu froid, comment est-ce que via juste une étiquette on peut avoir quelque chose d'un peu qui transmet ce côté un peu carré, froid, très procédurier. Et donc ça, on vient ajouter de la DA et aussi du coup travailler dans le graphisme. Ce qui m'aide justement le fait d'être graphiste, c'est que je peux appliquer et venir faire du graphisme là-dessus pour les accessoires. Donc du coup, il y a quand même une Ouais. connexion entre le graphisme et la déco qui est cool. Et je me souviens plus de la question de Non, non, base. mais c'est ça. Et c'est vrai, et j'ai l'impression même que ton travail, c'est d'élever le scénario. Moi, par exemple, quand on a travaillé ensemble, tu m'as posé des questions où j'avais pas réfléchi avant. Et donc, parfois même, j'étais, ah, mais je sais pas, et c'est important, enfin, je sais pas, je me questionnais. Et je trouve qu'on le voit dans le film. Ça donnait une DA directe Mm. très différente. On a créé deux espaces, mais si tu n'avais pas posé ces questions et fait ces propositions, mais jamais ça aurait été dans le film. Et c'est ça qui est qui est très cool, c'est de. En tout cas, c'est ce que je préfère faire dans les accessoires. C'est pour ça que j'aime bien être dans l'exécutif, parce que on va venir poser toutes ces questions et, euh, et faire en sorte qu'il y ait plein de détails qui soient pas forcément visibles, mais qui soient dans l'ensemble pour créer une ambiance. Et je trouve ça trop cool d'avoir justement tous ces petits trucs que tu peux fouiller. Et même en tant que spectateur, quand tu regardes un film, c'est inconscient, mais tu vas voir tous ces petits détails et qui Mhm. vont t'expliquer l'histoire. Et je trouve ça hyper intéressant et plus intelligent que par exemple qu'il y a un acteur qui dise je suis chez moi. Enfin, c'est un peu. Bon, Ouais. c'est un peu chiant quoi. Donc du coup, le fait que ça soit dit par la déco, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Est-ce que tu as l'impression de rajouter un degré de lecture Tu peux, tu peux. et que parfois même tu connais peut-être mieux le perso que Ah, le je réalisateur ou pense comme pas parce ça? que faut forcément passer. Enfin, je pose toujours la question. Hmm. Je vais pas. Si on veut pas forcément rajouter ce degré de lecture, je vais pas le faire. Mais si le réal ou autre veut telle information, j'aime bien justement poser ces questions-là. Là, je vais avoir un tournage où on est dans une chambre d'enfant et le réal est plutôt jeune et il a
du coup, il raconte un peu pas son histoire, mais il y a quelque chose qui est relié à son histoire. Et du coup, je lui ai demandé, bah, tu veux quoi dans cette chambre? Est-ce que tu veux un certain manga ou des rêves que toi, t'as envie de Hmm. voir parce que ça le touche ou ça lui raconte quelque chose? Je trouve ça ultra intéressant de aussi poser ça. Et il m'a dit, ah oui, j'ai Hmm. envie de voir telle chose. Et je pense que t'enrichis un peu justement la vision du réel ou autre, mais avec lui. Enfin, c'est toujours à plusieurs, quoi. Il y a pas de... Je suis pas solo là-dedans. Et euh, c'est quoi un scénario qui est bien écrit pour la déco? En fait, comment est-ce qu'un scénariste ou un réalisateur, il peut bien t'aider à faire ton travail? Est-ce que c'est en mettant beaucoup de détails? Est-ce que c'est en mettant pas du tout et ça te laisse l'espace pour créer? Bah, après, je pense que le scénario, il doit pas forcément s'adapter à ça. C'est plus quand on l'a lu, on va venir poser des questions. Euh, je t'avoue que, enfin, peu importe le scénario que je reçois, après, dans tous les cas, je vais fouiller et je vais poser des questions, même si c'est pas écrit et qu'on écrit par exemple, je suis juste dans le couloir, bah, qu'est-ce qu'il va faire, quelle Hmm. action. Tu viens après poser la question. Je pense qu'il n'y a pas besoin de trop détailler parce que je suis pas, enfin, j'y connais pas grand chose en scénario, mais je suppose que tu dois quand même rester dans un certain timing ou autre, qui fait que bah, une page c'est pas une minute ou quelque chose comme ça. Mhm. Donc je suppose que tu peux pas non plus écrire tous les détails qui se passent dans cette scène, mais tu viens étayer après avec le réel. Y a pas de, je t'avoue que peu importe, ça m'a jamais Ok. dérangé. C'est quoi pour toi une bonne chef déco? Je pense que ça reste l'organisation au global, parce que ce que j'ai vu sur le dernier projet où j'étais beaucoup plus, parce que comme je te disais, le chef déco c'est un peu un fouillis, on va dire comme métier. Et donc là-dessus, sur ce projet-là, j'étais vraiment plus chef déco, donc j'avais plus à gérer un peu des équipes. Et donc tu dois forcément bah, organiser tous les timings, euh, même les temps de travail des gens. Tu dois faire des budgets pour la prod, donc il y a plein d'organisations, plein de choses qui sont moins créatives, donc qui vendent plus vraiment des tableaux Excel, des choses comme ça. Et donc je pense que tu as vraiment ce côté organisation qu'on voit moins, mais qui est ultra important, parce que si c'est pas organisé, quand tu arrives Hmm. sur le set, bah c'est le bordel et t'as plus... Et puis tu prends du retard, et puis ça met tout le monde dans le... Enfin, toutes les équipes dans le stress. Alors que si tout est bien organisé, t'arrives sur le set, t'es tranquille, tu peux faire tes trucs dans le bon ordre, et tout le monde est plus content, et puis quand tout le monde est, enfin, est dans un bon mood, tu travailles mieux, et enfin, tout se passe mieux. Pour moi, c'est vraiment ça qui est ultra important. Et toi, est-ce que tu as dû apprendre ça, à être organisé, ou tu as toujours été très organisé, ou tu étais plutôt chaotique avant? Pour le coup, pour le travail, j'ai toujours été ultra organisée. J'aime bien faire des tableaux Excel, des choses comme ça. C'est un peu bizarre aussi, mais C'est un kiff. c'est un kiff. Enfin, en tout cas, quand un tableau Excel est bien joli, tout bien rangé, etc., ça je kiffe. Je pense que c'est un peu mon côté graphique qui ressort en mode faut que ça soit joli, faut qu'il y ait des couleurs, faut qu'on comprenne tout. Mais je pense que, en tout cas, de la manière dont on m'a éduqué, il fallait toujours que j'anticipe tout, on m'a dit c'est important d'anticiper, etc. Donc j'ai toujours été éduquée là-dedans. Donc je pense que ça a joué aussi, mais sinon après, bah, être organisé, en dehors, personnellement non pas trop, mais, Mais dans le travail, mais dans le oui. travail oui. En fait, c'est marrant. Tu kiffes faire ce que les autres kiffent pas, genre les fiches Excel, les recherches sur le bon coin et tout. Tu kiffes. Ouais, ouais, je pense que c'est parce que c'est un peu satisfaisant. Comme en fait c'est bien fait et bien joli, les gens aiment bien le regarder. Par exemple le Hmm. tableau Excel, donc du coup ça va faciliter aussi plein de choses derrière. En mode bah je comprends beaucoup plus facilement à la prod, en tout cas par exemple si j'ai plein de... Parce que tu dois faire les notes de frais, etc. aussi, tout ce que tu as dépensé. Si tu as un tableau qui est clair avec des couleurs, des choses, Hmm. bah la prod va tout de suite beaucoup plus facilement eux aussi comprendre bah, ce que tu as dépensé, comment, de quelle manière, où ça. Et donc ça facilite tout. Et je trouve ça hyper satisfaisant de pouvoir permettre à tout le monde de travailler de façon plus cool Agréable, et quoi. plus agréable. Et pour la recherche d'objets, est-ce que tu as déjà eu des trucs où tu avais un truc précis à trouver et, je sais pas, tu as passé des jours à chercher ce truc-là? Bah, c'est toujours comme ça. Ah, c'est sur ça? Que ça soit un canapé ou... c'est parfois même les trucs les plus simples qui sont les plus compliqués parce que, par exemple, quand tu veux un canapé mais d'un certain style, bah, tu vas pouvoir passer des heures, surtout si tu restes sur le bon coin et que t'en achètes pas des neufs. Bah, tu vas faire en fonction de ce qu'il y a autour de toi, forcément, parce que tu vas pas faire de la rip à 3 heures de route, à part sans doute pour les longs métrages, j'en ai aucun... Enfin, j'ai pas encore fait vraiment de longs métrages produits, c'est fait que des trucs autoproduits, donc c'est un peu plus bancal là-dessus. Mais du coup, tu vas forcément chercher autour de toi, et puis quand tu mets des alertes, tu fouilles.
Et par exemple, pour un projet qui est une émission télé, enfin une émission qui est sur YouTube, mais un peu style télé, tout simplement, tu dois trouver une table, un peu de bureau, ovale, qui fait 2,50 m de long, d'une Wow. certaine couleur, etc. Donc en fait, ça paraît tout simple. Tu dis, bah une table, c'est bon, je vais trouver. Et en fait, tu tapes 10 000 mots-clés différents sur le bon coin, parce qu'en fait, il y a des gens qui n'écrivent pas bien les choses, il y a des gens qui... Donc en fait, tu dois écrire au plus simple. Souvent, tu commences par le plus précis, donc table ovale, 3 mètres. Puis après, tu vas venir taper juste table de bureau, ou tape des choses un peu plus vagues, et tu vas passer des heures et des heures à chercher pour trouver le truc qu'il te faut. Mais tu regardes toutes les tables du coup. Bah oui, mais après, tu Waouh. as des petites photos sur les annonces, donc tu zappes un peu comme ça. Mais oui, tu peux passer des heures et des heures là-dessus, juste pour une table. Et en plus, il faut que ça soit pas trop loin, que ça soit dans les temps, dans les budgets, parce que les budgets, ça joue beaucoup aussi, parce que forcément, si t'as beaucoup de budget, bah tu trouves plus facilement dans le sens où tu vas pouvoir aller sur un site qui te fait des tables déjà toutes faites. Mhm. Mais là, quand t'as pas le budget, bah faut trouver pour tant une table. Parce que du coup, en amont, tu vas faire un peu un dépouillement, comme on a déjà parlé, et lister un peu les prix que tu t'as pu voir au global là-dessus. Par exemple, si je regardais les tables un peu grandes, j'estime que ça va être une centaine d'euros max, parce que sinon je pourrais pas avoir le budget, enfin je dépasserais le budget. Donc bah faut que tu trouves une table comme ça pour 100 euros et il faut chercher. Bah, c'est ça aussi le défi pour de la déco, c'est que Mm. la prod elle va arriver, elle va te fixer un budget, elle va te dire, et le réel il va te dire moi je veux ça. Sauf que je pense souvent C'est un peu... le budget est beaucoup moins grand que ce que ouais, le réel veut. Et toi tu dois faire rentrer ça dans le c'est budget. ça. Je pense que ça dépend aussi des prods. Mais ce qui est un peu compliqué, c'est quand la prod t'annonce un budget sans qu'ils aient fait appel à quelqu'un de la déco pour leur estimer un minimum. Parce Hmm. que, enfin, ça peut très bien se passer, mais ça peut être compliqué. Parce que du coup, ils peuvent sous-estimer les prix des choses. Bah, par exemple, tu prends, je sais pas s'il y a quelque chose de très précis, un cadre un peu doré ou autre. Eux, ils peuvent dire, bah c'est bon, on en trouve en brocante pour 3 euros. Bah, ça dépend. Si justement le réal veut un truc très précis, Mhm. on va se trouver un peu bloqué. Mais tu fais en sorte, et au pire, tu t'en parles du coup à la prod en mode, bah là, je pense que ça va vraiment être compliqué. Mais bon, c'est pas toujours facile. Et après, tu leur dis sinon, bah pour ce budget-là, je pourrais pas avoir ça, je pourrais pas avoir ça. Faut en discuter parce que c'est vrai que c'est un peu un défi, justement, c'est ça que je trouve ça assez. Enfin, que j'aime bien. Parce que tu dis, bah il faut que j'arrive à trouver ce truc-là pourtant. Mais ça peut être compliqué, du coup, tu passes beaucoup plus de temps. Donc c'est un peu un équilibre qu'il faut trouver là-dedans. Ouais, en fait c'est très complet, tu as des négociations, tu as cette recherche, et puis tu as ce Mhm. côté artistique. C'est hyper complet ton métier. Ouais, on dirait. Enfin, je Ouais. pensais pas au départ non plus. Et au fur et à mesure, je pense que t'apprends des choses, tu deviens de plus en plus dans ce côté organisation et global, plus que dans l'exécutif. Bah, c'est peut-être ça un peu plus ça d'être chef d'éco, c'est que tu vas plus un peu voir cette globalité dans le travail, mais qui est hyper agréable aussi, mais qui est stressant, mais qui est dans un bon stress, quoi, on va dire. T'aimes aussi aller dans des grands entrepôts où il y a plein de trucs et fouiller un peu là-dedans. Pour le clip qu'on avait fait, par exemple, ensemble, Oui, c'est comme ça que tu avais trouvé un peu certaines décos. Mais c'est des entrepôts qui sont là pour de la déco. oui, c'est ça. Enfin, c'est quoi? Bah, du coup, t'as des loueurs d'éco qui sont. T'en as plusieurs aux alentours de Paris qui sont enfin, assez spécialisés dans le cinéma. Donc là, tu vas avoir beaucoup de choses, notamment beaucoup de choses d'époque, etc. C'est souvent rangé un peu par époque, justement, pour t'aider. Là, ça coûte assez cher à la location parce que c'est fait pour des longs métrages, etc. Donc forcément, il y a plus de budget. Mais, euh, mais tu peux trouver des petites pépites justement là-dessus. Si tu vois, juste besoin d'un téléphone, bah, tu vas Hmm. peut-être le louer un peu cher. Mais si t'as pas besoin d'autre chose, autant aller chez eux qui ont ces connaissances-là et ces ressources-là à disposition. Mais t'as un autre loueur du coup qui est ultra euh, cool qui s'appelle les Sirènes. Et eux, pour le coup, en termes de budget, sont plus accessibles. Et ils ont déjà beaucoup de choses, ils ont moins de gros mobilier, mais par exemple pour le clip, on avait en soi besoin que d'un bureau et de meubles un peu à clapet métalliques, ce que tu trouves assez facilement chez les loueurs. Et du coup, tu vas aller chez eux, tu vas passer une journée à faire des allers-retours un peu chez les différents loueurs, à regarder, oh bah tiens, ils ont ça, et puis après, en fait, quand t'as vu, il faut que tu prennes en photo, pour Hmm. qu'après tu puisses leur envoyer par message ou mail pour dire bah, j'aimerais bien louer ça. Tu fais tout un document avec toutes les photos des choses que tu veux et eux vont te dire leur tarif.
Et après, tu vas venir modifier le devis parce que forcément, entre les échanges avec l'équipe technique, bah, il veut pas ça, tel rideau va pas pour la lumière. Enfin, après, tu fais plein de modifications pour arriver au devis final. Et quand tu vas chez les loueurs, c'est le paradis parce que du coup, t'as tellement de détails, tellement de trucs à Ouais, c'est la fouiller. caverne d'Alibaba, Ah, hein. c'est génial, bah, tu peux passer des heures et des heures bah, aux sirènes pour. Même pour la FFF, j'ai été beaucoup chez eux. Tu passes des heures et des heures à voir ah, ça peut être bien. Tu te retrouves à Ouais, regarder deux stylos, à dire ah tiens la couleur elle peut être mieux. Ça te vraiment tu passes des heures sur des trucs, ça peut paraître ridicule quand tu te dis ah bah pourquoi elle reste plantée là à regarder deux stylos, mais pourtant je trouve ça ultra intéressant que dans la globalité ce soit joli quoi. et c'est fou, c'est ça aussi que les gens qui regardent un film do- doivent comprendre, c'est que tout à l'écran a été Réfléchis, choisi, réfléchi, même par plusieurs personnes et sur des semaines, voire des mois. ouais. C'est ça qu'il faut, tu dis un C'est stylo, c'est très bizarre ouais. c'est vrai, même quand tu dois, je pense, faire un bureau ou un truc comme ça, tout est Dans le détail. millimétré, quoi. Bah après je pense que ça dépend aussi des projets parce que t'as des projets où tu fais un peu avec ce que t'as parce que t'as pas le budget. Mhm, Mais tu vas venir justement rajouter des petites touches pour que ça ait plus d'impact. Mais quand tu dois tout réfléchir dans le détail, c'est ultra intéressant. mhm. Euh, et c'est là où les loueurs, c'est très sympa parce que tu vas avoir des choses que tu trouveras jamais ou tu n'auras pas eu l'idée de trouver. T'aurais pas eu l'idée de trouver. Et tu vas trouver un plateau avec un certain design. Tu te dis, ah, ça peut être cool ça. Enfin, ça te donne des idées en fait. Tu sors un peu de tes recherches. Quand tu recherches sur Le Bon Coin, tu vas taper des mots-clés qui sont quand même assez précis. Donc pas forcément trouver de choses qui vont un peu créatives. Donc quand tu vas chez les loueurs, comme ça, ton regard il se balade un peu partout. Et tu vas pouvoir avoir des idées aussi en plus de ça en voyant ce qu'ils ont quoi. Est-ce que tu as l'impression que le métier que tu fais a un sens? Oh, Là, je veux dire, c'est une grande question. j'ai l'impression qu'on fait tous ce métier, je sais pas, parce qu'il y a quelque chose qui nous touche. Hmm. Pourquoi, pourquoi tu fais ce métier et c'est quoi le sens, t'as l'impression? Bah alors je pense que j'ai un peu cette idée de bah on sauve pas le monde donc c'est pas je veux dire c'est pas t'as souvent un stress un peu sur les plateaux en mode c'est super important, faut absolument qu'on fasse ça, qu'on tourne à cette heure-là. Et j'ai réussi un peu maintenant à me détacher en me disant oh là, calmons-nous parce Ouais. que On fait c'est juste du clairement pas. cinéma. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a Ouais. pas d'urgence, même si quand t'es sur le plateau et qu'on te demande un truc et que c'est un peu urgent, forcément quand t'es dedans et que t'as envie de faire bien les choses, tu te dépêches et tu vas vraiment à fond dans le truc. Mais je pense que ça sert à rien d'être trop stressé non plus parce que tu vas enfin, ça te bouffe complètement. Parce que sur un projet, justement, j'étais en mode faut absolument que je fasse ça. Et là, j'étais solo sur ça alors que j'aurais dû être avec d'autres personnes. Et ça m'a mis un stress de fou. Tu taffes, tu dors pas. Mm. Et j'étais en mode enfin, là, je peux pas faire ça. Ça va juste me tuer, quoi. Et donc, tu te dis là, calmons-nous, on fait que de la déco. Mais pour le coup, je trouve ça. Je sais pas si ça a vraiment un sens. C'est un peu dur comme question, mais je sais juste que j'aime vraiment faire ça et que je trouve ça assez passionnant. Et je trouve ça trop bien d'être payé pour faire ça aussi et de pouvoir en vivre. Je trouve ça génial. Mais je saurais pas trop comment te Mais répondre. tu te sens bien quand tu le fais. C'est trop bien. T'es Ouais. vraiment dans une bulle. Et puis, comme je disais, à partir du moment où tu rencontres des gens avec qui ça se passe bien, que tu arrives à créer ton équipe et que c'est génial, bah, que ce soit humainement ou. Enfin, je trouve Mm. ça hyper bien et tu te sens bien et t'es dans une petite bulle, ton petit truc. Et c'est quoi le rêve, je veux dire, dans 10 ans? Mm. Où est-ce que tu voudrais être si tout se passe bien? Tu voudrais faire, je sais pas, de la déco sur des longs, tu voudrais te spécialiser sur les accessoires. Qu'est-ce que tu voudrais faire dans 10 ans? Bonne question, parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir comme je connais pas trop, enfin, comme j'ai pas fait vraiment d'études là-dedans. Mais ce que j'ai remarqué en tout cas quand j'ai fait récemment un clip avec une grosse prod, bah j'ai moins kiffé parce que bah t'es plus une petite goutte et enfin t'as l'impression d'être un peu perdu et de pas Mm. être vraiment dans le processus de création. Alors que j'ai préféré carrément d'autres émissions où t'étais un peu plus dedans et donc je pense que j'aimerais bien travailler sur des longs, à voir parce que j'ai jamais du coup fait avec des longs produits, à voir comment ça se passe, à quel poste et comment ça se répartit parce que je sais pas. Mais je pense que j'aimerais bien rester dans les accessoires ou dans l'ensemblage quand même. Et pas forcément chef déco, parce que j'ai peur de perdre ce côté exécutif que j'aime bien. Mm. Mais oui,
forcément, j'aimerais bien travailler sur des décors comme Pauvre créature, je crois qu'il s'appelle en français. La déco, elle joue énormément et c'est trop... Enfin, c'est magnifique. Et du coup, tu dis, bah, j'aurais bien aimé participer à ça. Mais je sais pas de quelle manière, parce que je sais pas comment sont réparties les choses exactement. Mais de trouver, par exemple, dans la cuisine, t'as certaines choses, tu dis, bah, j'aurais bien aimé trouver cet objet-là qui apporte vraiment beaucoup de choses à la déco. Mais oui, travailler avec des personnes avec qui ça se passe bien, je pense plutôt, et que ça soit un peu comme la FFF, c'était un gros projet. Et ça s'est super bien déroulé, l'équipe était incroyable. Et ça, j'aimerais bien avoir que des projets comme ça, franchement. Et que et même de A à Z, ça se passe bien. Forcément, t'as forcément des problèmes à des moments, mais en globalité, ça s'est très bien passé. Et des projets comme ça qui continuent. Et... Donc faire des projets que t'aimes avec des gens que t'aimes. Ouais, franchement, je pense que c'est... Ça me paraît un bon plan, ça. C'est pas mal. Et j'ai une dernière question avant qu'on passe à notre deuxième partie. Si tu devais donner des conseils à une personne qui veut se lancer dans la déco, dans le cinéma, est-ce que tu pourrais résumer en une phrase, ce que tu as appris depuis que tu as commencé ce métier? Le truc le plus important. Je pense que c'est un peu ce dont on a déjà parlé. C'est de vraiment travailler dans le détail et de venir en fait supporter l'univers du réal, c'est-à-dire venir appliquer la vision du réal avec ta décoration, mais du coup ça se joue dans le détail, quoi. Venir vraiment fouiller et trouver des choses très précises, la précision, le détail, je pense que c'est ultra important, c'est ce qui fait la différence, je pense, en fonction des personnes en déco avec lesquelles tu travailles, parce que si tu viens pas rapporter un peu une vision ou un détail, je pense que ça a moins de saveur, on va dire, après. Donc ouais, le détail, je pense. Trop bien. Merci. On passe tout de suite à la deuxième partie de l'émission. Et Léa nous a envoyé trois images où elle a travaillé sur la déco et on va regarder ça tout de suite. Mes chers fidèles, notre communauté est de nouveau frappée par une calamité. L'eau de notre puits a été contaminée. Donc, pourquoi est-ce que tu as choisi ce décor? C'est dans Chronique Fiction, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est le prédicateur, du coup, le Trop premier. Bien. Enfin, je l'ai choisi parce que c'était mon premier décor sur lequel j'ai travaillé. Et que c'était un gros projet. Du coup, il y avait une équipe construite, un chef déco avec lequel j'ai pas vraiment travaillé parce que c'était un peu différent. J'ai travaillé surtout avec les deux réals, qui étaient Mike et Fabio. Et donc là, c'était la première fois où je devais trouver des choses qui faisaient selon leurs inspi. Donc par exemple une tête de cerf ou quelque chose comme ça. Je ne connaissais pas du tout le métier, donc j'étais en mode comment je vais trouver une tête de cerf Et là ils m'ont dit viens, on va aller chez les joueurs déco, on va regarder ce qu'ils ont. Et donc t'es vraiment dans... Comme je ne connaissais pas, ils savaient que je n'étais pas de ce milieu, ils m'ont un peu aidé à découvrir tout ça. Et c'est les premières un peu découvertes de ce que tu peux trouver chez les loueurs dont on a parlé. Mais tout ça, là, par exemple, le mur et tout, c'est du studio? C'est en studio, ouais. Donc tout ça, c'est ça a été construit, et en tout cas mon rôle sur le tournage, c'était juste de trouver ce qui habillait le lieu. C'est-à-dire que le lieu en soi, la chapelle, a été construite. Ça, je m'en suis pas du tout occupée. Mais je suis venue trouver les chandeliers qui sont là, ici, et en plus, en fait, ce que tu t'imagines pas, c'est ok, on va prendre des chandeliers, mais on peut pas en prendre des vrais parce que sinon ça va juste brûler. Et c'est tous les petits détails comme ça et même problématiques qui peuvent arriver auxquelles tu dois penser. Par exemple, là, t'as un cadavre sur des tréteaux, les tréteaux qui puissent supporter le poids du cadavre. En plus, dans la scène, il va se lever, donc faut pas que ça tombe. Donc en fait, t'as tous ces petits trucs comme ça qui viennent de s'ajouter. Et le tapis aussi, il joue bien en bas. Le tapis, ouais. Alors pour le coup, le tapis, c'est pareil, c'est un peu une galère à trouver parce qu'en plus il devait être long, parce qu'il y a un contre-champ derrière. Mais je pense qu'il a été le plus... En tout cas, ce qui m'a marqué sur ce tournage-là, c'est que, je sais pas si tu vois, sur le côté, là, t'as les chandeliers. Et en fait, à un moment, ils voulaient une scène où il y en avait des vrais cette fois-ci, parce qu'on prenait un peu de près, donc on pouvait un peu protéger la zone et que ça brûle pas. Et donc on voulait mettre des bougies là-dessus. Sauf qu'en fait, je me suis retrouvée avec des bougies que j'avais achetées. Et j'avais pas prévu qu'il y avait des petits pics. Donc il fallait faire des trous en dessous pour que ça passe, parce que tu peux pas juste les planter.
Et donc tu te retrouves 2 minutes avant que ça tourne là-dessus à te dire bah merde, comment je fais pour mettre les bougies, ça fonctionne pas. Et donc tu peux pas mettre en retard tout le monde. Il faut que tu trouves une solution assez rapidement. Et à ce moment-là, je trouvais pas le chef déco, j'étais un peu perdue en plus j'étais en mode bah merde, je suis toute seule, comment on fait? Et donc là, à ce moment-là, il y a eu des constructeurs qui étaient sur place, qui étaient adorables, et du coup, ils ont vu que j'étais en panique, ils m'ont dit comment on peut t'aider? Et du coup, ils ont pris leur perceuse à faire des trous derrière les bougies. Wow. Et c'est ça que j'ai kiffé aussi, le fait que tu sois un peu en équipe et que c'est la preuve que tu peux pas faire tout seul et que forcément t'as besoin de quelqu'un. Ouais, on est tous dans la même direction ouais, aussi. c'est ça. On essaie tous de faire un film. Ouais, c'est ça. Et ce qui est cool, c'est quand tout le monde t'aide, parce que souvent il y a des projets où chacun a son rôle, ce qui est un peu plus. Enfin, moi, ce qui me plaît moins. Mais là, en tout cas, c'est ce qui à ce moment-là m'a stressé le plus, alors que tu dis c'est tout bête, c'est juste des bougies sur un. Et tu vois, quelqu'un qui va regarder, ça joue, on le sent, ça. Mais peut-être qu'ils vont pas s'en rendre compte directement. Non. Et Non, pourtant, il y a eu toute cette histoire derrière. Ouais, c'est vrai. Et là, on le voit pas sur cette photo-là, mais normalement, il y a un pupitre devant ici, où le prédicateur se pose pour parler. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on tourne aussi des vidéos sponsor, parce que la vidéo, elle est démonétisée. Donc du coup, il faut forcément des partenaires pour gagner de l'argent et financer tout ça. Et donc, on avait NordVPN comme sponsor, et on devait tourner NordVPN à une scène où il y avait un grand drapeau qui tombait d'ici, avec le logo NordVPN. Et donc il faut savoir que pour qu'il tombe le drapeau, il faut forcément créer un peu un système. Donc on était avec des fils de nylon. Wow. Et il faut qu'il tombe au moment où il dit loup en plus, donc il faut que ça tombe à un certain moment, etc. Et donc on était derrière avec un ami, qui est devenu un ami maintenant. On était nous postés derrière le pupitre, cachés comme ça, recroquevillés avec les fils de nylon. Et donc à être prêts à lâcher les nylons dès qu'il y a le mot-clé qui est passé. Et ça, je trouve ça assez cool dans les access, c'est tous les petits trucs comme ça qu'on voit pas, mais qui nécessite tellement d'orgas pour que ça se passe bien. Et en tout cas, ça aussi, ça a été très drôle. Et en plus, à ce moment-là, quand on était là, le réal a pris une photo parce que c'était drôle. Et ça a fini par être la photo de profil. Enfin, tu vois, c'est tous des petits trucs comme ça qui sont assez drôles sur ces projets-là. Et surtout maintenant, quand tu regardes des films, quand tu vois par exemple, ça c'est stylé, une grande bannière qui descend et tout. Est-ce que tu imagines déjà, il y a 2 mecs qui sont coincés derrière en train d'essayer de balancer Peut-être, ça. je me dis, oh mon dieu, ça doit être galère de faire ça. Ouais. Comment ils ont fait Tu cherches un peu justement. C'est marrant. Comment ils ont fait pour faire ça? Parce qu'en plus, souvent en post-prod, tu vois le genre de fil que c'est ce que tu peux enlever. Donc tu le vois pas, tu peux pas le deviner. Après, t'es en mode, comment ils ont fait? Parce qu'on avait réfléchi à potentiellement mettre une barre au-dessus. Parce qu'il faut l'accrocher de base, le drapeau. Je sais même plus exactement ce qu'on a fait. Mais c'est toute une orga pour juste un détail qui dure même pas une seconde, quoi. Donc c'est un peu. C'est ça qui est drôle. Nous l'avons enfin trouvé, Salah. La relique sacrée. Ça, c'est pour un youtubeur qui s'appelle Chichouné. Ok. Et donc, je le connais on parlait de contact en contact. Ça, c'est le prod de Chronique Fiction qui m'a mis en contact avec lui. Et donc, c'est un youtubeur qui fait des vidéos sur les jeux vidéo et qui a vraiment son univers qui est assez trash. Quand il parle, il y va, quoi. Il a ce côté un peu cru et un peu beauf justement qui plaît. Et donc, il vient me voir. C'est pas lui directement, c'était son prod à ce moment-là. Il vient me voir et il me dit j'ai une vidéo pour le jeu vidéo Indiana Jones qui va sortir et je vais faire une courte scène. Souvent, je fais des courtes scènes de fiction, ce qui est assez cool pour parler du jeu. Et il me dit, mais moi je veux faire une parodie, c'est Indias Jones. Donc Indias, as comme fesse. Okay. Et donc tu te dis déjà, qu'est-ce qu'il va me demander? Et il me dit, oui, j'aimerais que tu crées un totem en rapport avec l'univers en forme de pénis. Oh, wow. Donc on vient me... Déjà, la demande... le prod était ultra gêné. En mode, je suis désolée de te demander ça. Mais c'est le réal qui demandait ça ou c'était le prod? Alors, c'est le réal qui en a parlé. À ce moment-là, j'étais pas en contact direct avec lui, parce que c'était la première fois où on travaillait ensemble. J'étais en contact avec son prod, qui est aussi un peu... C'est tout petit, hein, donc du coup, c'est son prod qui fait plusieurs choses en même temps, qui est réal, je crois. Enfin, j'ai pas tous les détails. Mais en tout cas, il m'a dit... il m'a présenté le projet là-dessus. Et il me demande ça. Et j'étais en mode ok. Donc, ils m'ont laissé un peu libre, c'est-à-dire ils m'ont dit on veut que tu crées un totem. Ils m'ont dit l'inspi. Je connais Indiana Jones, mais j'ai pas tous les détails. Normalement, à la place de ça, il y a un autre totem qui est plutôt connu. Et il fallait que je m'en rapproche, mais que ça soit en forme de pénis. C'était en mode qu'est-ce que je vais faire? Et il me raconte l'histoire. Oui, c'est pour vaincre un monstre et pour
pour vaincre le monstre, faut se mettre le totem dans les fesses. T'es en mode, ok, donc on va jusque là dans l'univers, et t'es en mode, bah il faut que je... Enfin, entre guillemets, c'est sérieux, quoi, c'est pas... c'est mon taf, il va falloir que je crée ça. Sérieusement. Et donc ils m'ont dit, bah écoute, tu nous fais des dessins, donc j'ai dessiné pour chercher la forme du totem, et tu commences à dire, bah quelle matière je vais créer ça, parce que du coup, faut que ça ait l'air, tu vois, t'as ce côté un peu or. Ouais. Et comment je peux recréer cette texture or pour que ça fasse vrai. Et donc tu te retrouves là, quand tu te prends du recul, à dire là je suis vraiment en train de créer ça et être payé pour créer un totem en forme de bits. T'es en mode Et de le faire sérieusement, et te le faire prendre la tête sur les dessins, sur la... Et t'es en mode quand même c'est un sacré métier. Et c'est là que ça m'a fait réaliser que j'aime bien quand même ce que je fais, parce que c'est assez amusant aussi à côté. Parce que tu te retrouves à faire des choses complètement loufoques, où là t'es en train de tester des matériaux justement sur la photo. Là on dirait pas, mais du coup tu testes tel matériau pour dire bah, est-ce que je vais avoir la forme que je veux pour que ça soit bien arrondi, que le socle qui est en dessous tienne bien, soit stable. Et donc tu réfléchis à tout ça et tu te dis bah du coup telle matière, donc ok, il faut que je fasse d'abord un prototype. Et là tu commences à faire des prototypes et tu les as chez toi. Tes amis viennent chez toi, ils disent mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux dire c'est pour le travail et c'est pire encore. C'est pire, exactement. Et donc, mais c'est assez, enfin faut le prendre au millième degré, hein, dans tous les cas, c'est pas... Mais c'est assez cool de travailler en tout cas avec Shune parce qu'il est très... il va créer des concepts totalement loufoques. Avec lui aussi j'ai fait pour une autre de ses vidéos qui était une vidéo qui parlait de Ghost of Yotei. Et lui sa parodie c'était Ghost of Marseille. Et du coup, fallait créer un katana avec, à la place du manche habituel, c'était une bouteille de pastis. Donc fallait dire bah, comment je peux mettre une bouteille de pastis, faire une lame pour que personne se blesse, parce qu'il faut se battre avec. Et donc, il devait vraiment l'utiliser. Non, moi, il devait donc vraiment t'as dû créer un katana. Ouais, c'est ça. Mais ça a un peu changé, ils l'ont finalement pas utilisé, mais je l'ai quand même fait. Et du coup, c'est ultra intéressant de te dire bah, comment je peux réfléchir techniquement pour que la lame, elle tienne dans la bouteille, Et donc c'est vraiment trop... Bah, en tout cas, travailler avec lui, c'est vraiment trop cool parce que t'as des projets complètement fous et en vrai qui sont assez créatifs pour le coup. Ça, c'est sur le spot pour la FFF. Ouais. Vous avez eu plusieurs décors et toi, t'as choisi celui du supermarché. Ouais. Okay. Donc on a eu 5 décors en tout. Dont un supermarché. J'ai choisi parce que ça a été, je pense, un des plus galères à faire. Notamment rien que pour trouver, tu vois, les petites étagères blanches. Ouais. Bah ça c'était une galère à trouver. Des gondoles toutes simples, un enfer. Ça paraît vraiment simple, mais c'était parce qu'il fallait en plus que ça soit d'une certaine taille. Parce que forcément, en termes... quand t'as le budget, tu dois faire, bah, je peux pas faire 10 000 feuilles de déco derrière. Donc, bah, quelle taille ça me donne au total de gondoles nécessaires. T'as une gondole centrale ici. Enfin, c'est tout bête, mais avec le budget, avec la taille du décor, comment je peux trouver tout ça. Et la couleur aussi. Parce que, imaginons, on voulait des gondoles noires. Si t'en achètes des blanches, ça veut dire qu'il faut les peindre. Donc, ça nécessite plus de temps. Plus d'argent aussi pour tout ce qui est peinture. Donc t'essaies de trouver quelque chose qui est bien. Mais et tout là, t'as dû trouver même la caisse, le tapis. Ouais, bah alors ça a été aussi une galère parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait forcément une manière de poser les choses. Donc c'est-à-dire que le sens, tu vois là il y a une sorte de retrait. Ouais. Il fallait que ça soit dans le bon sens. Wow. Et donc j'étais du coup avec Brandon qui m'aidait sur ce projet-là. On fouillait pour trouver justement ce comptoir caisse et à chaque fois on en trouvait un dans l'autre sens qui fonctionnait pas ou qui était je sais pas trop où en France, donc c'était une galère. Mais on a fini par trouver quelqu'un comme ça, il fallait que j'aille voir le comptoir et j'avais un peu peur d'aller voir parce que j'étais solo à ce moment-là. Et le mec il commence à m'ouvrir son garage pour aller vérifier et j'étais en mode je vais où, enfin, je vais mourir. Je vais juste mourir. Il était super cool hein, le mec. Il y avait pas de... Même Brandon il était en mode envoie-moi ta localisation, je veux savoir où t'es. Tu te retrouves à aller dans des endroits un peu louches. Bon, au final, il est dangereux ton métier en fait. Ouais, ça va aller, mais c'est vrai que tu peux te retrouver dans des endroits chez les gens quoi, donc tu sais pas qui sont.
Mais là, ça s'est bien passé. Et ce qui est assez cool sur ce projet, enfin, en tout cas dans ce décor-là, c'est que t'as plein de petits détails, tu vois, les boîtes... Attends, hop. Les boîtes, même les boîtes de biscuits, etc. Ça, c'est des choses qui ont été faites pour le tournage, même là, les cartes postales. Et justement, c'était Julien, le DA, qui a créé, en fait, qui a fait visuellement tout ça. Qui apporte beaucoup de personnalité au décor, et je trouvais ça hyper beau. Et il faut savoir que du coup, pour ça, il fallait imprimer les boîtes sur du papier, les découper, les plier, et puis après que ça tienne sur les gondoles, parce qu'en fait c'est vide, enfin on va pas mettre des vrais biscuits dedans quoi. En tout cas c'était pas rentable d'acheter des vraies boîtes de biscuits et de coller quelque chose dessus, et ça allait pas rendre bien, fallait que ce soit un peu glacé. Mais il faut que ça fasse comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. C'est ça, et en fait comme il y a des joueurs qui allaient passer dans les gondoles, fallait pas que pendant la prise, en plus le joueur tu l'as 2 minutes, hein, donc fallait pas que pendant la prise la boîte elle tombe, enfin c'est tout bête mais ça peut faire perdre beaucoup de temps. Donc ça c'était une galère, mais en plus de ça on avait quand même des partenaires, heureusement, parce que c'était un peu, pour remplir les gondoles c'était un peu galère, donc on avait des partenaires qui nous ont donné des produits. Mais par contre pour tout ce qui est, on avait ce thème un peu rose et bleu, pour tout ce qui est produits hygiéniques, fallait trouver, faut calculer déjà combien il m'en faut par gondole. Donc j'étais dans les magasins à mesurer les produits avec mon maître. Et donc tu passes pour une folle à avoir ton maître et à mesurer tous les produits pour savoir combien il m'en faut pour la gondole qui fait 20 cm de profondeur. Tu dois croire que t'es la concurrence ou comme ça. Ouais, c'est ce que je me dis un peu. Et donc tu t'en achètes 50, là t'es avec ton sac. Pareil à la caisse, tu te dis mais il doit me prendre pour une folle à acheter 50 produits identiques, genre une personne qui veut se préparer à la fin du monde ou un truc comme ça. Donc tu fais ça. Et après c'est plein de petits détails, mais tu vois, il faut que tu trouves justement des petits détails pour habiller l'ensemble. Mais tu vois là il y a un petit porte-clés, pareil là avec Brandon on a passé du temps à découper, etc., à faire les porte-clés maison, donc c'est plein de petits détails qui font que ça rend bien au final, mais qui demandent beaucoup de temps. Et après, tu vois là le sol, c'était sur le terrain même de foot, donc trop bien. Mais ça rend bien, tu vois, c'est assumé, mais ça rend super bien cool. le sol vert. Et ouais, c'était un décor très cool. Et là on voit pas tout, hein, mais il y a même des détails de l'autre côté. Là il y a une grande bannière, parce qu'il fallait trouver une manière de pas avoir à trop remplir non plus, parce que c'était trop cher. Donc du coup on a créé une bâche qui vient recouvrir le bas pour pas avoir à remplir derrière. Mais fallait la créer, donc faut que Julien ait l'idée, qu'il puisse faire une bannière de, je sais plus combien elle fait, je crois qu'elle fait 2 mètres. Et donc c'est, tu caches des petites blagues, des petites refs, c'est un peu fun entre guillemets, donc il a pu faire ça. Et donc tu te fais ça, c'était très cool. Du coup, merci beaucoup d'avoir passé cette heure, je crois, à peu près avec nous, c'était trop intéressant. Merci d'avoir pu expliquer aussi ton métier, à quel point c'est... Parce que j'ai essayé. Ouais, non, mais justement, ça a l'air... En fait, ça a l'air tellement riche que c'est dur à expliquer. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps, avec la canicule aussi, merci d'être venu dans les studios. Et du coup, où est-ce qu'on peut voir ton travail ou suivre ce que tu fais ? Insta, c'est un peu le portfolio, on va dire, en déco, où on peut voir tout mon travail. Et du coup, le nom de Insta, c'est Léastico. Okay. Avec 3 T. Ouais. Okay. Super nom. J'ai laissé mon nom de base. C'était un compte perso qui est devenu pro, mais je me suis dit, vas-y, on laisse ça. Très stylé. Voilà. Et pour vous, j'espère que vous avez apprécié. Si jamais, n'hésitez pas à aimer, à partager la vidéo. Et on va avoir d'autres vidéos dans cette série avec d'autres métiers du cinéma. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à rester à l'affût pour les prochaines vidéos. Merci et à très vite. On est reparti. Super. C'est cool. Ah, trop bien. Allez, on coupe.